Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir, vous savez, ce client qui doit venir à 9h, vous êtes dans le cabinet, à 8h30, tout est prêt, il y a le chauffage, si c'est l'hiver, vous êtes venu en avance et ce client ne vient pas et ne vous prévient pas. Vous essayez d'appeler, vous envoyez un message, pas de réponse. Le premier, ça va. Le deuxième, vous commencez à péter un plomb. Et au troisième, c'est directement un message sur Facebook pour vous plaindre à tous vos collègues que vraiment ces clients, ils nous saoulent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander si ces clients qui ne viennent pas, qui vous posent des gros lapins ou qui ne vous préviennent pas 48 heures avant, vous ne pourriez pas les facturer finalement? Est-ce que vous avez des conditions générales de vente disponibles sur votre site internet ou que vous envoyez par mail à vos clients? Est-ce que vous avez un médiateur qui est affiché clairement sur votre site web également ou et dans votre cabinet? Si vous avez répondu non aux deux dernières questions et que oui, vous voudriez facturer ces clients qui ne viennent pas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois Madame la juriste, alias Sarah, qui va nous expliquer comment nous mettre en conformité dans nos cabinets. Comme d'habitude, vous allez retrouver des notes, notamment la to-do list dont elle parle, dans les notes juste dans la description. Si vous appréciez le podcast, pensez à noter, à mettre des étoiles et puis surtout à nous envoyer des petits commentaires. C'est toujours agréable de savoir que ça vous a servi. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Alors bonjour Sarah et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir dans le podcast. Coucou, trop contente. Merci à toi. Écoute, c'est la première fois qu'on va faire un podcast qui n'est pas dans la ligne directrice de nouvelles compétences, nouvelles techniques d'hypnose. Et on est carrément, nous, hors de tout ça. On va être sur du juridique. Voilà. C'est bien. Enfin, moi, j'adore. Depuis que je te connais. Sinon, non, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Je t'avais rencontré, moi, au gala Elevate de Geneviève. Et je me suis dit, il faut que je fasse un podcast avec cette personne, puisque le podcast s'adresse aux débutants, donc à ceux qui s'installent dans l'accompagnement. Et il y a plein de questions que j'ai à te poser. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter ça? OK. Eh bien, merci encore de m'avoir, du coup proposé, d'intervenir dans ton podcast. Donc moi, je suis Sarah, je suis juriste pour les entrepreneurs et ma spécialité à moi, c'est justement de m'occuper de tout ce qui vous saoule, tout ce qui est relou pour vous au niveau juridique et de créer, déjà des packs prêts à l'emploi, des packs de modèles d'actes, prévus par domaine d'activité pour que vous n'ayez pas la surcharge à réfléchir à: «Ah, est-ce que j'ai besoin de ce document-là?» ou «Est-ce que ce document-là est obligatoire ou nécessaire dans mon activité?» qui est vraiment un package adapté à vous, directement accessible sur mon site 24/24, 7 jours sur 7, pour que justement ça puisse vous permettre de combattre cette frayeur du juridique, cette flemme du juridique qui vous fait traîner les pieds et d'y aller avec le sourire. Jolie promesse. Pour toi, quand on s'installe, ce serait quoi la plus grosse fausse idée à propos du droit qu'auraient les entrepreneurs qui débutent comme ça? Mmh. Je pense que la première fausse idée, qui est un frein qui revient le plus souvent en fait, on va dire, ça va être, «C'est forcément cher». Mmh. C'est quasiment ex aequo avec le «c'est forcément dur», mais le «c'est forcément cher» fait que pas mal d'entrepreneurs, du coup, décident de mettre ça tout en dessous de leur to-do list quand ils lancent leur activité parce qu'ils se disent: «Bah, moi, le but, c'est d'abord de générer du chiffre d'affaires, de me faire connaître, d'avoir des clients, de vendre et ensuite je m'occuperai du juridique». Mais bon, on connaît très bien la chanson. Si jamais on met quelque chose tout en bas de la to-do list, il y aura toujours des choses prioritaires qui viendront s'ajouter parce qu'on n'a jamais fini de se réinventer dans l'entrepreneuriat, on n'a jamais fini d'essayer de chercher des solutions pour trouver des clients. Donc, si on ne s'occupe pas du juridique justement stratégiquement dès le début, eh bien, malheureusement, on risque de perdre même plus d'argent que ce que ça nous aurait coûté, puisque les impayés, ça nous coûte beaucoup d'argent, le plagiat, ça nous coûte de l'argent, le fait de ne pas avoir aujourd'hui des clients qui nous respectent parce qu'on n'arrive pas à poser le cadre, ça nous coûte plus d'argent et plus d'énergie qu'il n'en faudrait. Donc pour toi, ce serait un truc à remettre quand on s'installe au tout début, heu, Totalement. tu Pour tout moi, ce serait prioritaire parce que stratégiquement, le juridique permet déjà de prendre une posture d'entrepreneur différente où, du coup, on ne se soumet pas aux règles qu'on nous impose, mais c'est à nous de réfléchir en amont aux règles qui sont OK pour nous dans notre lifestyle, dans notre style de vie, dans ce que l'on aime proposer à nos clients et ça nous permet déjà de poser les bases de notre entreprise idéale à travers un outil qui, le juridique qui est pourtant, effrayant. Eh bien, une fois qu'on fait la paix avec ça, c'est un peu comme le monstre en dessous du lit. On se baisse en dessous du lit, on voit qu'il y a pas de monstre, on voit que c'est pas si effrayant que ça, on peut dormir paisiblement. Le juridique, c'est pareil, il vaut mieux le travailler dès le début, avaler, la limace dès le début pour ensuite être tranquille tout au long de sa vie entrepreneuriale parce qu'on a compris comment ça fonctionne. OK, pour toi, est-ce que c'est quelque chose auquel il faut se former? Voilà, se renseigner, apprendre, enfin, faire un espèce de taf sur nous pour apprendre ça? Ou
Mmh. Comme tu dis, on peut acheter des packs et on se déleste de tout apprentissage et c'est pas nous qui le faisons. Alors justement, moi je suis pour l'autonomie des entrepreneurs. Donc pour avoir de l'autonomie, il faut pas se leurrer, il faut quand même accepter de mettre, son cerveau, en mode on pour absorber certaines informations, pour avoir les bons réflexes. Donc forcément, ça passe tout de même par une phase d'information, une phase de formation. On va chercher, ce qui est obligatoire de mettre en place, quelles sont les choses qu'on n'a pas le droit de faire, quelles sont les choses qu'on a le droit de faire dans son activité et du coup, ça active le facteur curieux le facteur curiosité et on est moins passif par rapport à la mise en conformité. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, il est bien plus intéressant d'acquérir des compétences sur la rédaction de contrats, sur le fait d'envoyer à nos clients des documents juridiques et avoir un certain process, parce que ces compétences-là, une fois qu'elles sont posées, ne seront jamais perdues. Mmh. Alors que lorsqu'on délègue de A à Z sa mise en conformité, imaginons, on va voir un avocat et on lui dit, bah, moi, j'aimerais que tu me rédiges mes CGV parce que mon activité, c'est ça, ça, ça. Bah, le jour où il faut modifier ces CGV, on ne sait pas comment le faire. Le jour où on a un problème avec un client, on ne sait pas comment les utiliser parce qu'en fait, on ne les comprend pas. C'est pas un langage qui nous parle, c'est pas un langage qu'on a appris à côtoyer finalement. Et donc, on reste dépendant. Et moi, je suis pour justement cette indépendance des entrepreneurs sur tous les aspects, dont le juridique. Donc, il faut se former quand même un petit peu, même si on n'aime pas forcément prendre ce temps-là. Mais il y a plein de ressources gratuites. Il y a des podcasts, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des guides que vous pouvez trouver, il y a des masterclass. Enfin, il y a plein de choix. Il suffit juste de se mettre en action. Et pour toi, avec tous les gens que tu vois, tu dirais que en termes de pourcentage, les entrepreneurs, ils sont en conformité? Alors, entrepreneurs, je vais limiter dans le bien-être, ils sont plutôt en conformité ou plutôt complètement à la rue? Honnêtement, je pense que, en tout cas, si on parle des débutants, parce qu'après, bah, ça dépend des niveaux entrepreneuriaux, je pense qu'au début, allez, franchement, j'ai pas de statistiques hein, pour te dire ça, mais je pense que de manière générale, je dirais peut-être 2 sur 10 entrepreneurs ou 1 sur 5 du coup, 1 sur 5 vont penser à la partie mise en conformité totale. Et quand je dis totale, c'est pas juste le contrat de coaching. Je sais qu'on en avait parlé ensemble dans l'épisode de podcast où justement le contrat, c'était peut-être un petit peu d'usage, en tout cas là où tu travailles et là où tu exerces. Mais comprendre que ça va plus loin que juste le contrat, que ça va aussi dans les factures, que ça va aussi dans les CGV, la politique de confidentialité. Bah, du coup, je pense qu'il y en a vraiment 1 sur 5 qui prennent ce pas-là, d'être curieux, d'aller chercher qu'est-ce qui est obligatoire avant que ça leur tombe dessus en termes de problèmes. Et puis le reste de personnes, justement, attendent les problèmes pour prendre une décision ou alors attendent le fameux oups, c'est tout en dessous de la to-do list, donc j'attends d'avoir coché tout ce qu'il faut pour que mon activité, j'estime qu'elle soit suffisamment développée pour ensuite m'occuper du juridique. Et malheureusement, ce sont ces 4 sur 5 personnes qui viennent me voir souvent en me disant OK, il faut que je me mette en conformité parce que j'ai eu ce problème-là et j'ai pas envie que ça puisse se reproduire. J'ai perdu 2 000 euros, j'ai perdu 3 000 euros. Il y a un client qui m'a copié et du coup, ça m'a servi de leçon. Mais c'est pas aussi agréable que lorsqu'on prend soi-même la décision de poser des règles juridiques avant que les problèmes n'arrivent. Est-ce que tu as une espèce de to-do list de choses que parce que là, on Mmh. lisait le contrat, moi, c'est spécifique parce que je suis en coaching, mais Mmh. en hypnose, le contrat, non, n'existe Mmh. pas, ou pas beaucoup en tout cas. Pour toi, les je sais pas, les 4, 5 gros trucs qu'il faut vraiment regarder quand on démarre, c'est quoi? Bah, déjà, être curieux, comme je disais tout à l'heure, aller regarder alors je sais pas aller regarder tous les juristes, tous les avocats parce que sinon, vous allez jamais, pouvoir vous en sortir. Trouver un professionnel en qui vous avez confiance, qui va donner des informations qui vont concerner votre activité, donc à minima, qui vont concerner la prestation de service. Donc ça vous permettra déjà de voir si la loi a certaines obligations spécifiques quand on entreprend, par exemple, dans l'hypnose. Est-ce que c'est réglementé? Est-ce que c'est pas réglementé? Si ça l'est, sous quelles conditions? Donc déjà s'informer auprès de professionnels. Et ensuite, dans la to-do list, ce serait déjà de vérifier ce que vous faites comme activité aujourd'hui. Parce que, par exemple, toi, tu es coach et aussi praticienne en hypnose. Ce sont deux professions qui sont assez différentes. Donc, il faudrait aussi anticiper les problèmes qui pourraient être différents en fonction de ces professions-là. Donc, on ne propose pas la même offre, donc on ne va pas penser à créer les mêmes clauses juridiques pour les protéger. Mais dans ce cadre figure-là, on se demande, est-ce que je collecte des données personnelles? La réponse est toujours oui, parce que si tu veux échanger avec des personnes pour vendre tes services, leur proposer des solutions, des offres, forcément, tu vas avoir leur numéro de téléphone ou alors leur nom, leur prénom ou leur email. Donc, tu collectes des données personnelles. Donc là, il faut absolument penser à cocher la to-do list données personnelles. Il faut que j'ai une politique de confidentialité qui me permet d'expliquer ce que je fais de ces données personnelles une fois qu'elles sont collectées. Parce qu'on n'est pas en mode ouh, YOLO, la vie est belle, je conserve les données, je les garde en dessous de mon oreiller. Non, on a des obligations dès lors qu'on collecte la donnée personnelle de quelqu'un, parce qu'on peut tous se faire hacker, on peut tous avoir des personnes qui usurpent l'identité d'autres personnes. Donc il faut être carré dans nos process et surtout expliquer ce qu'on fait, être transparent, ce qu'on fait avec nos données personnelles.
des personnes qui nous font confiance. Et si on a un site internet, on rajoute à ça les mentions légales qui vont venir préciser qui fait quoi sur le site internet, justement pour les utilisateurs, avant même qu'ils te laissent leur numéro, leur nom, leur prénom, pour qu'ils puissent déjà identifier à qui ils s'adressent. Et ça leur permet d'avoir une vision plus éclairée avant de faire quoi que ce soit et de poursuivre un potentiel travail avec toi. Et aussi la politique de cookies. La politique de cookies, c'est aussi important parce que souvent sur les sites internet, même si vous n'êtes pas forcément au courant, il y a des traceurs qui sont présents. Déjà, il y a des traceurs qui sont parfois obligatoires, tout simplement pour la bonne gestion du site. Et après, il y a des traceurs qui sont facultatifs, qui vous permettent de voir parfois des choses assez précises, combien de temps les gens passent sur certaines pages, combien de temps ils visionnent certaines vidéos, pour ensuite pouvoir recibler, les retargeter et pourquoi pas les démarcher commercialement. Et ça, il y a des personnes qui n'ont pas envie justement parce qu'ils trouvent ça trop invasif, donc ils ont la possibilité normalement de refuser, mais il faut leur expliquer qu'est-ce qu'ils refusent, quelles vont être les conséquences, etc. Et après, la partie vente, ça va être les fameux CGV et contrats que moi, je vous recommande à 100% d'avoir dans votre activité, même si vous entendez que vos collègues ne les mettent pas en place. Et la différence, du coup, c'est que les CGV vont être à vocation de ceux qui n'auront pas encore payé vis-à-vis de vous, qui n'ont pas encore décidé qu'ils allaient devenir vos clients, mais qui vont avoir justement besoin d'avoir toutes les règles de votre entreprise, tout ce qui est mis en place. OK, si je réserve une séance et que je paye l'intégralité, est-ce que j'ai le droit d'être remboursé? OK, mais sous quelles conditions? Comment je dois préparer les séances d'accompagnement en hypnose ou autre? Quelle est ma part de responsabilité dans l'engagement? Et pourquoi, par exemple, si ça ne fonctionne pas, le professionnel ne s'engage pas du résultat? Voilà, tout ça, on va venir lui expliquer dans les CGV. Et le contrat, c'est the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment pour venir, au lieu d'être dans du général, vraiment ça, c'est pour être dans le personnalisé et ça peut être davantage recommandé pour, par exemple, les séances, les lots de séances où on se dit, allez, on est ensemble pour 10 séances. Mais pendant ces 10 séances, on a un objectif précis. Par exemple, le client vient me voir parce que il a un problème de sommeil, j'en sais rien, et que son but, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur les questions de sommeil. Et là, j'explique comment ça se passe pendant l'accompagnement, quelle est la part de devoir du client pour que on puisse s'approcher le plus possible de ses attentes et qu'à la fin des 10 séances, on puisse se dire, OK, maintenant le sommeil est en tout cas amélioré, ou alors on a quelques petites clés pour, alors je te dis n'importe quoi, c'est peut-être pas les séances qu'on vous demande, hein, mais en tout cas, la personne pourra vraiment s'appuyer dessus, en tout cas pour dire, bah voilà, moi j'avais ce besoin-là dès le début, on a avancé, on a cheminé pour essayer de se rapprocher le plus possible de ça. Donc voilà. Et après la partie compta, mais ça en général, vous connaissez déjà, les devis, les factures. Mais bon, pas trop sûr. Mais en général, on découvre pas forcément l'obligation d'avoir des devis et des factures. Par contre, on découvre que c'est pas facultatif pour les débutants, par exemple, ou c'est pas facultatif pour tel ou tel métier. Donc Alors, pour le coup, les devis, je ouais, pense que c'est une découverte, oui. que c'est obligatoire. Alors, c'est pas obligatoire nécessairement, mais on a un texte de loi qui dit qu'au-delà de 1 500 €, au-delà de 1 500 €, je sais pas, dans un accompagnement, dans une facture que vous allez faire, un écrit est obligatoire. Et donc, c'est de là qu'est venu un peu ce mythe selon lequel le devis est toujours obligatoire, et cetera. Alors que non, forcément, si vous avez une prestation en accompagnement qui va vraiment être sur mesure, imaginons que vous devez intervenir dans un établissement ou pour une collectivité ou autre, et on vous demande de faire des séances d'hypnose ou autre, vous allez peut-être devoir chiffrer. Donc, le devis va être utilisé pour être un provisoire de votre facture. Donc, quand vous allez pouvoir envoyer le devis, c'est juste pour que la personne puisse se dire, OK, ça va me coûter tant, je ne savais pas, j'accepte ce montant-là. Et ensuite, derrière, vous faites votre facture. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, le devis. Justement, c'est une fausse croyance. Par contre, il y a cette obligation qui existe d'émettre un écrit, pardon, au-delà de 1 500 € de frais qui sont inclus avec un client de facturation. Et donc, ça, on peut se reposer largement sur tout ce qui est contrat. Mais la plupart du temps, quand on doit estimer des prestations et qu'on ne sait pas forcément comment on va chiffrer et que le client ne sait pas qu'est-ce qu'il doit budgétiser, on sort souvent le devis. Mais le devis, à la base, il est prévu juste pour être le provisoire d'une facture. OK, parfait. Je pensais que c'était le provisoire d'un contrat, tu vois? Donc nickel. Non, pas vraiment. Pas OK. vraiment. Les CGV obligatoires aussi dans la vente? Oui. OK. Alors les CGV sont obligatoires pour tous les professionnels à partir du moment où ils vendent quelque chose. Donc que tu sois prestataire de service, que tu sois coach, que tu sois vendeur ou que tu sois même organisme de formation, tu as cette obligation d'avoir des conditions générales pour expliquer ce que tu proposes à tes clients et quelles sont les règles applicables. Donc, si on s'adresse qu'à des professionnels, il y a des obligations qui sont différentes de si on s'adresse à des consommateurs ou alors
de manière mixte. Mais moi, personnellement, dans mon école, je propose qu'on s'applique et qu'on s'adresse directement au client comme si c'était le client qui était le plus vulnérable. Donc, en fait, mettre en sorte d'expliquer le plus possible pour tout type de client quelles sont leurs parts de responsabilité et quelle est ta part de responsabilité dans le contrat et dans les conditions générales de vente avant qu'il valide quoi que ce soit. Ça te permet à toi déjà de dormir sur tes deux oreilles, d'être à l'aise sur le fait que tu n'as rien à cacher, donc tu expliques toutes tes règles et que dans tes CGV, à la rigueur, tu précises les différences de clauses, donc les clauses qui s'appliquent uniquement aux consommateurs et les clauses qui s'appliquent uniquement aux professionnels quand il y a lieu de distinguer. OK, donc tu fais large et le plus précis possible finalement, comme ça au moins, tu pas embêté quoi après. Voilà, en fait, on mixe. Moi, je suis pour d'avis qu'on n'a pas besoin de séparer les CGV, faire CGV pro, CGV consommateur. Je trouve que ça, malheureusement, ça perd en lisibilité. Par exemple, un porteur de projet qui n'est pas encore déclaré et qui va travailler avec toi, parce que, peu importe, tu travailles peut-être autant avec les pros et les consommateurs, eh bien, ce porteur de projet, techniquement, c'est un peu un chat gris. Il se retrouve dans les 2 cases, autant bien en tant que consommateur qu'en tant que professionnel. Donc il est beaucoup plus adapté, je trouve, d'avoir des CGV qui peuvent convenir à tous vos clients et que si le client se reconnaît dans telle ou telle catégorie, il puisse plus facilement s'y référer sans avoir à fouiller dans toutes les pages de ton site ou alors à remonter les 500 000 pages de vos contrats ou devis pour retrouver quelle est la règle applicable dans son cas de figure, que ce soit... En fait, plus c'est simple, plus c'est facile à comprendre et moins vous avez affaire à des situations litigieuses. Voilà. Le but, c'est aussi de désamorcer les bombes avant qu'elles explosent. On parlera de ces fameuses bombes, juste après. Le contrat pareil, obligatoire pour toi? Alors, ça dépend des activités. Dans certaines activités, alors là, en l'occurrence, c'est pas les personnes qui nous écouteront, je pense en majorité, mais par exemple, les formateurs professionnels qui ont un numéro de déclaration d'activité auprès de la DRETS sont tenus d'avoir, par exemple, des contrats de formation professionnelle avec des personnes physiques qui se forment à leurs frais ou alors des conventions de formation professionnelle. Là, par exemple, c'est réglementé, c'est obligatoire. Si on va travailler avec un assureur ou si on va travailler avec un banquier, ça va aussi être réglementé spécifiquement. On est obligé d'avoir des conditions dites particulières pour conclure un contrat d'engagement avec eux. Et après, pour la plupart des entrepreneurs, ce qui va venir être important à voir, c'est pas forcément si c'est obligatoire, mais il faudrait plutôt voir si ça a de l'importance par rapport au lien avec le client. Pour, par exemple, une séance à l'unité, est-ce que c'est vraiment pertinent de se casser la tête à faire un long contrat pour expliquer, voilà, le client a ce besoin, on va faire telle chose en 1 heure, voilà, c'est pas forcément pertinent. Donc, on peut se dire que là, dans ce cas de figure, c'est suffisamment standard, c'est un scénario suffisamment standard pour se baser uniquement sur les conditions générales de vente. Par contre, dans certains cas de figure, ça semble plus indispensable. Pourquoi? Parce que dedans, on va venir aller chercher la progression de l'accompagnement. On va venir aller chercher la responsabilisation de la personne qui va être face à nous. Et dès le début de la mission, le fait de signer le contrat, la personne va se sentir beaucoup plus engagée. C'est même parfois un petit peu plus psychologique finalement de se dire je signe le contrat, donc je suis vraiment dedans. Moi aussi, j'ai des obligations. Et là, c'est par exemple quand on va aller à plus d'une séance, par exemple quand on va faire des carnets de séances, 10 séances, ou alors sur 1, 2, 3, 4 mois, parce que le but, c'est d'éviter le décrochage, d'éviter que la personne finisse par oublier qu'elle aussi, elle doit faire une part du travail avant d'avoir des éventuels résultats. Donc, ce sera plutôt recommandé dès qu'on va sortir du cadre standard des prestations et qu'on va aller plutôt sur du personnalisé, sur du particulier avec les clients. Et ça va aussi être recommandé si vous avez des assurances. Peu de personnes le savent, mais les assurances protection juridique ou les assurances responsabilité civile professionnelle ajoutent souvent des mentions comme ça dans leurs conditions générales à eux, qui disent que si vous n'avez pas de contrat dans certains types de prestations, par exemple si vous avez des prestations de plus d'un mois ou de voilà, eh bien l'assurance peut refuser de prendre en charge les sinistres déclarés parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de document de vente valable. Donc ça peut être vachement compliqué. Je sais que je suis par exemple assurée chez AXA et que ça fait partie de leurs conditions pour les prestataires de services. Donc renseignez-vous. Très peu de personnes prennent le temps de lire les conditions générales d'assurance, mais ce serait dommage d'avoir, je ne sais pas, un contrat où vous avez un litige à 2 000 € où l'assureur vous dit on ne prend pas en charge parce que l'article, nanana, la clause nanana, dit que. Voilà. Donc, Ça, tu m'as gardé le stylo en l'air. Ça m'a j'ai bugué, j'ai vu, tu as bugué, je me suis dit j'ai est-ce fait: qu'il y a un «Non, si? problème. Non». Et ma prochaine question, c'était justement sur les protections, s'il y avait des obligations de protection, type RC Pro et compagnie, prévoyance et tout. Il me semble que non, mais à part la médiation.
Mmh. mais je ne savais pas qu'il y avait un gros lien, en fait, entre, contrat et compagnie et assurance, finalement. Et oui, malheureusement, bah, après les assureurs, on sait très bien comment ils sont, ce sont des petits filous, donc ils font en sorte de C'est parfois gentiment durcir. dit. C'est gentiment dit, voilà. Ils font parfois en sorte de durcir les conditions pour, bah, du coup, sortir le moins d'argent, on va pas se mentir. Mais après, d'un côté, ils vous informent. Donc c'est toujours ça, ils Oui, informent oui. les assurés ne lisent pas parce qu'il y a trop de papiers et du coup, on se fait perdre. Mais par contre, parmi les obligations, est-ce que la RCP ou donc la responsabilité civile professionnelle, est-elle obligatoire ou alors l'assurance protection, juridique est-elle obligatoire? Bah, ça dépend de votre, activité. Donc si vous faites partie d'une activité, d'une profession réglementée, par exemple, si vous êtes psychologue, si vous êtes psychiatre, voilà, ça fait partie de certaines activités où en fait, même les avocats ou les docteurs, voilà, vont se retrouver dans l'obligation d'avoir des assurances qui vont venir couvrir leurs responsabilités civiles professionnelles en raison des risques élevés de leur métier. Et Mmh. ça, c'est le lot de quasiment toutes les professions réglementées. Ils vont avoir des assurances spécifiques pour leur activité parce qu'on estime que le risque est très élevé en cas d'erreur, en cas de souci, en cas de manque de conseils. Pour toutes les professions qui sont dites non réglementées, donc en général, vous êtes quand même au courant parce que ça impacte directement votre création d'activité. Donc si vous créez votre activité, déjà, on peut vous bloquer si vous mettez, je sais pas, la catégorie avocat, vous n'êtes pas avocat, on va vous bloquer parce qu'on va vous demander des justificatifs pour valider la création. Donc normalement, vous êtes quand même au courant, est-ce que j'ai une activité réglementée ou pas? Si vous n'avez pas d'activité du coup réglementée, là, encore une fois, on ne va pas chercher si c'est obligatoire, on va rechercher plutôt si c'est indispensable dans votre activité. Si votre but, c'est d'avoir, je ne sais pas, 100 clients à l'année, imaginez que sur les 100 clients à l'année, vous avez 10% de recours. 10% de personnes qui ne sont pas contentes, qui demandent un remboursement, qui ne font pas leur part du taf et tout. Ça vous fait quand même 10 personnes dans l'année qui vont venir freiner votre activité parce que 10 litiges à régler ou alors 10 réclamations ou disputes ou autres que vous allez régler avec l'instabilité de savoir est-ce que je suis obligée de rembourser la personne? Est-ce que la personne va m'attaquer en justice? Parfois pour vraiment 3 fois rien. Bah, vous enlevez en fait ce poids mental-là de vous dire, bah, en fait, moi j'ai mon assurance qui est là pour assurer mes arrières si jamais il y a un souci. Si jamais ce client-là n'est pas content et qu'on essaye tout, qu'on essaye l'amiable, qu'on essaye de trouver des solutions alternatives, qu'on essaye de replanifier des séances et il n'est toujours pas content, eh bien, ce client-là pourra de toute façon actionner sa propre assurance et actionner la mienne pour trouver une solution. Et moi, ça ne me coûtera rien de plus, si ce n'est peut-être un sinistre ou un malus comme toute assurance. Mais si je suis condamnée à hauteur, je ne sais pas, de 10 000 euros parce que j'ai fait vraiment une très grosse erreur ou alors j'ai cassé, je sais pas, j'ai mis le feu chez mon client quand je suis intervenue, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Et tout est possible. L'hypnopyromane, on sait pas, hein. Non, mais je sais pas, il y avait eu un feu de Oui, oui. cheminée et puis j'ai balancé le feu, il y a eu de la braise partout, tout a Oui, brûlé. bah, tout Eh con, bien, après, tu as pété des lunettes ou je vais oui, plus basique, moi tu vois? je vais toujours plus loin. Hem, oui, voilà, et ben, on est bien content de se dire que cet argent, il va pas nous empêcher, de remplir le frigo pendant 1, 2, 3 mois ou alors de nous forcer à fermer boutique, plier boutique et se dire: «Bah, j'arrête mon activité parce que j'ai plus d'argent». Donc les assurances, ça peut être des frais supplémentaires où on se dit: «Bon, c'est chiant, c'est relou», mais en fait, il suffit d'en actionner une seule fois pour se rendre compte de toute la valeur. Moi, je sais pas, bah, tu as donné un exemple comme ça, casser un truc. Ben moi, ça m'est arrivé avec, ma sœur qui était stagiaire dans mon activité où en fait, je sais pas, on était en train de travailler, on était un peu avachis sur le canapé et en fait, sans faire exprès, j'ai fait tomber son ordinateur et donc c'était un Mac, 500 € de réparation. Youhou! Et ben, j'étais bien contente d'avoir la prise en charge de mon assurance de ce sinistre parce que 500 €, je les aurais sentis passer. En tout cas, ça m'aurait pas fait plaisir de sortir 500 €, mais il faut bien que quelqu'un soit responsable. OK, Voilà. OK, donc nous, pas obligatoire, mais quand même, ça peut enlever une espèce de pression, en fait. C'est ce que tu dis à chaque fois, finalement. C'est, Oui. de s'enlever une pression de si ça une des bombes dont on va Mmh. parler tout de suite arrive, fait que, on n'est pas dans la merde, quoi. Totalement. Et il y a aussi les médiateurs. Alors, je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant ou plus tard? Ou médiation, bah, du temps qu'on est dans la protection, médiation, Oui. médiateur et compagnie, allons-y. Oui, alors le médiateur de la consommation est un incontournable pour les entrepreneurs et là, pour le coup, il est obligatoire pour tout le monde. Donc, dès lors qu'on est déclaré, dès lors qu'on a une activité, qu'on a un SIRET, on a l'obligation d'avoir un médiateur de la consommation, même si on ne travaille pas avec des consommateurs. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas précisé aujourd'hui qui était exclu en tant qu'entrepreneur de cette obligation-là. Donc, bah, en fait, on part du principe que tout le monde a l'obligation d'adhérer à un service de médiation de la consommation. Déjà parce que c'est une mention qui est du coup obligatoire dans vos conditions générales de vente, qui doit absolument y figurer, et aussi parce que bah, le but du médiateur de la consommation, c'est juste de pouvoir montrer aussi que vous favorisez l'amiable.
même si le consommateur n'est pas au courant que c'est vous qui qui êtes obligé de le faire, ça montre déjà que vous êtes dans cet engagement de désengorger les tribunaux, éviter d'aller perdre du temps dans des procédures et de trouver des solutions avant de saisir le juge. Donc le but étant, déjà de respecter la loi, mais aussi de gagner du temps et éviter de vous retrouver devant le juge. Imaginons un juge qui soit là et qui doive, décider si, vous avez bien ou pas, exercé vos séances d'hypnose. Il y comprend rien, il y connaît rien. Vous perdez beaucoup plus de temps à vous mettre face à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui aura peut-être même du mépris, sans vouloir être méchante avec les magistrats, mais je pense que parfois ils ont du mépris pour ce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça voudrait dire que vous prenez un risque supplémentaire, alors que vous pourriez tout simplement rester avec votre client, trouver juste un médiateur qui est externe, qui est juste là pour être un scribe en fait, et essayer de mettre par écrit ce que vous décidez de mettre en place comme accord, et ensuite de trouver une solution sans avoir à débourser de l'argent supplémentaire. Donc c'est une adhésion qui vaut, alors ça dépend du système d'adhésion que vous allez choisir, il faut juste taper médiateur de la consommation en ligne et vous trouverez une liste gouvernementale qui vous permettra du coup de choisir celui qui est le plus adapté, mais vous pouvez vous en sortir pour, par exemple, 50 € pour 3 ans, si vous cherchez bien. J'ai des contacts que je partage à mes clients, et sinon, vous pouvez aussi choisir des médiateurs plus adaptés, par exemple, un médiateur spécialisé dans les coachs, médiateur spécialisé pour les praticiens du bien-être ou autres. Et là, vous allez peut-être vous tourner du coup vers des professionnels qui vont aussi vous proposer d'autres bonus, d'autres types d'accompagnement, peut-être des, je sais pas, des conférences ou autres. Ça peut être plus large que juste vous couvrir en cas de médiation, de besoin de médiation. Voilà. OK. Est-ce que tu as autre chose de vraiment obligatoire? On a passé, la prospection, la vente, la compta, la protection. Bah, moi, je dirais, les factures, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, voilà. Donc, alors là, je vais m'adresser à ceux qui vendent à distance, d'accord? Parce qu'en présentiel, ça peut être encore différent. Dans certains cas de figure, les factures peuvent ne pas être, obligatoires si elles ne sont pas demandées par le client. Donc ça, c'est quand on vend directement en présentiel, avec quelqu'un qui vient et qui arrive en présentiel. Mais souvent, si vous faites découvrir au moins en ligne et que la personne prend contact ou réserve en ligne, on va se retrouver dans cette base légale où justement, on est obligé d'émettre des factures. Et c'est pas pour vous embêter, mais c'est déjà pour savoir est-ce que vous êtes redevable de la TVA ou pas. La facture est là quand même pour permettre de l'expliquer, de le voir. Donc l'administration fiscale va forcément avoir besoin de ce document si elle vous contrôle, même si vous dites bah oui, mais moi je déduis rien, enfin je récupère pas de TVA, j'ai pas de frais à déclarer, je suis pas en société ou autre. Encore une fois, c'est pas dépendant de votre statut, c'est plutôt par rapport à cette obligation-là de transparence par rapport à l'administration fiscale. Et imaginez que vous avez un contrôle fiscal sur 10 ans et que vous devez justifier toutes les transactions sur 10 ans, c'est votre relevé de compte. Ça fait mal. Vaut mieux avoir les bonnes factures que vous avez classées, que vous avez gardées dans un dossier et que vous pouviez dire, bah là, c'est ce client, là, c'est telle personne ou autre, et que vous puissiez expliquer qu'est-ce que vous avez vendu en fait. Il y a aussi ça, il y a aussi le problème où on peut parfois avoir des contrôles même de notre banque parce qu'elle se dit, bah, est-ce que vous ne faites pas du détournement de fonds ou est-ce que vous n'êtes pas, je sais pas, des dealers de drogue ou du blanchiment d'argent. Ça m'est arrivé une fois, non mais je vous Non. assure, ça m'est arrivé une fois. C'était assez, cocasse, mais du coup, je devais justifier avec un document de vente, donc dès les factures, les CGV, les contrats. Donc j'ai mis la blinde, bien sûr, j'ai mis tous les documents que j'avais, mais il fallait à minima les factures, en fait, pour pouvoir justifier d'où proviennent les sommes d'argent. Et ça, peu importe votre statut juridique, ça peut arriver. Ça arrivait aussi à une cliente qui n'arrivait pas à justifier parce qu'elle n'a pas fait signer de contrat et elle vendait des coachings quand même assez importants, à, 20 000 € l'année ou autre, et en fait, elle s'est retrouvée à recevoir 2 virements de 20 000 €. Elle a fait un lancement, donc c'est très bien, elle a eu 2 ventes où les personnes ont payé en une fois. Mais du coup, elle a reçu 40 000 € qui étaient bloqués par Mmh. la banque. Et du coup, le délai pouvait être super long. Elle, en tout cas, dans son cas de figure, pendant 6 mois, elle n'a pas pu y toucher. Donc 6 mois où c'est ta seule source de revenus, c'est quand même assez dur, assez compliqué parce qu'elle n'avait pas les preuves justificatives et qu'elle, en fait, elle n'avait pas de contrat, en fait, tout simplement à faire signer à ses clients. Donc, en fait, ni même de facture. Elle n'avait pas les réflexes, elle n'y pensait pas. Elle disait, mais j'ai juste le reçu Stripe ou PayPal. Ça ne suffit pas. Et en fait, plus vous mettez du temps d'ailleurs, plus derrière leur service de contrôle mettre encore plus de temps à débloquer l'argent. Et ils sont encore plus regardants et ils font plus attention. Donc, prenez le réflexe. Si même vous travaillez avec des clients que vous voyez en présentiel et qui réservent en ligne, de vous dire, au pire, je m'achète le petit truc Exacompta, je sais plus, le truc vert, et je le fais à la main tant que c'est encore légal, mais dès 2025, ce ne sera plus, puisqu'il faudra tout dématérialiser. Pour l'instant, vous pouvez encore le faire comme ça, mais bientôt, il faudra prendre le réflexe. Hop, je fais ma facture en ligne, ou alors je me fais un rendez-vous tous les mois, je prends une journée entière. Tant pis, je ne prends pas de rendez-vous, je ferme tous les créneaux et je travaille sur ma compta. Je fais mes factures, même si j'ai eu 50 clients ce mois-ci parce que c'était un très bon mois, je fais mes 50 factures et au moins je suis tranquille pour les futurs jours. Intéressant. J'avais eu la question de quelqu'un là sur la facturation, tu sais, dans les packs de séances. On doit facturer chaque séance ou est-ce qu'on peut facturer le pack à la fin
Et il me semblait avoir lu qu'il y avait un espèce de délai, qu'on pouvait pas facturer au-delà de 6 mois de la prestation réalisée ou des trucs comme ça. C'est Alors, pour cette précision-là, il faudrait que je recherche, je ne suis pas sûre, de voir ça. Par contre, ce que je sais, moi, c'est qu'il est tout à fait légal de facturer une prestation, à partir du moment où dans vos conditions générales de vente, la personne s'est engagée à par exemple, elle s'est engagée pour 6 séances, les 6 séances sont dues. Si dans vos conditions générales de vente, c'est précisé comme ça et qu'on ne dit pas qu'au bout d'une séance, il est plus engagé, donc il peut, décider en fait, ça dépend de vos conditions, d'accord? Mais si vous vendez 6 séances et que la vente est fermée définitive, ça veut dire que la somme est exigible dès le moment où la personne a passé commande. Donc ça veut dire que vous pourriez être en droit d'exiger le paiement des 6 séances dès le début parce que c'est une prestation, un package que la personne a commandé initialement. Et donc, si jamais vous décidez de procéder différemment, que la personne est libre de se désengager en cours de route et tout, alors là, on facture effectivement la séance. Et moi, ça, c'est juste un petit retour pour vous éviter les impayés, pour vous éviter de recourir après des créances qui sont impayées, c'est de facturer avant les séances. Et ça, malheureusement, que ce soit même chez les psychologues ou les professionnels, même de professions réglementées et tout, ils ont le réflexe de facturer après. Le truc, l'avantage, si vous facturez avant, c'est que le client ne peut pas contester la somme que vous allez lui proposer. Il ne peut pas dire oh, j'étais pas au courant, non, 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 non. Vous avez faire courir des délais et des pénalités de retard dès le jour où la personne ne paye pas, c'est-à-dire que vous pouvez très bien la facturer en amont, donc avant la séance, et laisser le délai de paiement, donc de dire vous avez une semaine ou 2 semaines pour régler, et que même si la séance passe pendant ces 2 semaines, elle peut encore régler par la suite, donc ça ne change rien. Mais si vous le faites après que la personne ait normalement eu l'obligation de payer, vous n'avez plus ce document qui prouve que la personne vous doit de l'argent. En fait, pour pouvoir aller contacter un commissaire de justice ou même un juge pour dire j'ai un impayé, il faut prouver l'impayé. Et pour ça, il n'y a que la facture qui prouve que la créance, elle est. On a 3 critères, liquide, exigible et certaine. Liquide, c'est que c'est en euros. Exigible, c'est qu'on a dépassé la date de paiement. Et certaine, c'est qu'il n'y a pas de contestation possible parce que le client a validé les CGV ou le client s'est présenté à la séance, il était bien au courant. Donc, il n'y a que la facture qui vous permettra de prévenir ces conditions-là. Donc, vous envoyez, si c'est possible, bien sûr, dans votre process, au moins à minima le jour même de la séance. Sinon, vous le faites en amont. Ça vous permettra d'éviter justement de courir derrière les clients pour des impayés, de vous rendre compte en plus quand vous allez contacter un avocat ou un commissaire de justice qui vous disent bah là, on n'est pas bon, on ne peut même pas aller exiger le paiement parce qu'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de document qui rende exigible le prélèvement, l'injonction de payer par un juge. OK. Et du temps qu'on est dans les impayés, la question qui revient tout le temps, nous, c'est est-ce qu'on peut, un lapin, est-ce qu'on peut facturer une personne qui est pas venue? Tu vas me dire: «Ça dépend de tes CGV». Eh ben oui, bah, c'est bien, tu vois? Tu bien Tu vu, la j'apprends lecture vite. juridique. Ça dépend de vos CGV. On ne peut pas inventer une règle de droit qui n'a jamais été posée et consentie par l'autre partie. Donc en l'occurrence, ça dépend de vos CGV. Si c'est bien indiqué que, il y a pas de remboursement ou, que, la facture reste due, si la personne, ne reporte pas, je sais pas, 48 heures avant ou n'annule pas 48 heures avant, les conditions générales de vente s'appliquent et vous pourrez vous appuyer dessus pour exiger le paiement. Alors que si vous n'avez rien et que c'est juste votre souhait, votre volonté, la personne pourra dire: «Hé Coco, j'ai validé tes CGV». Il n'y avait pas ça, donc ça ne s'applique pas. Et de l'autre côté, si vous n'avez pas de CGV, la personne peut aussi dire un joker que très peu de personnes savent, et là, j'espère que vos clients n'écouteront pas, mais ils peuvent aussi se rétracter, même s'ils ont déjà suivi la séance, même s'ils ont déjà bénéficié, je sais pas, de 1, 2, 3, 4 séances. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui a été posée dans le code, dans la loi qui dit que justement, si jamais on n'est pas conscient de notre droit de rétractation, que le consommateur n'a pas été informé valablement dans les conditions générales de vente, avec des mentions qui expliquent est-ce que dans son cas de figure, le droit de rétractation peut s'appliquer pendant 14 jours ou autre, eh bien, il a le droit d'exiger son droit de rétractation jusqu'à 12 mois après en avoir pris connaissance. Donc, c'est énorme. C'est pour couvrir en fait ces cas de figure où en fait le consommateur, lui, il n'est pas au même niveau que le professionnel, donc il n'est pas au courant de tout ce qui se passe, il n'est pas au courant des règles de vente et tout. Et donc on estime qu'un an, c'est la période clé où le client aura pu s'informer, poser des questions, trouver un avocat ou que sais-je, et donc il aura le droit d'exercer ce droit de rétractation, même s'il a déjà bénéficié de l'intégralité des services. Et qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que vous serez tenu de lui rembourser la somme. Donc très peu de personnes le savent, bien sûr, mais il suffit d'aller voir son avocat ou d'aller voir une association de consommateurs et on leur passera l'information. Donc voilà, on évite et on blinde tout dans les CGV, on anticipe tout. Voilà, même la rétractation. OK, en effet, c'était totalement inconnu. Tu continues d'en apprendre, voilà. Ah bah, c'est bien, c'est quand je fais des podcasts, c'est pour apprendre des trucs, donc c'est nickel. OK,
question donc du coup, vu je suis un peu curieuse, quand tu fais signer des CGV ou des contrats en ligne et cetera, est-ce que tu as l'obligation de le faire par des logiciels spécifiques, tu sais, pour des signatures ou tu peux le faire, sur un Word, enfin, tu vois, avec, ta signature à la main, renvoyer? Alors pour les CGV, il y a aucune obligation de signature, il y a aucune obligation, de formalisme dans la OK. présentation. Par contre, il y a une obligation textuelle qui est de pouvoir prouver, donc c'est sur toi que va reposer la charge de la preuve, de prouver que ça a été porté à la connaissance de l'autre partie. Que ce soit par un email, que ce soit par une preuve d'envoi de courrier. Alors bon courage pour l'envoi de courrier parce qu'il faudrait prouver le contenu du courrier, parce qu'on peut très bien envoyer des courriers vides, tu Mmh. vois? Donc courrier bof, je dirais email ou alors case à cocher sur votre site internet. Mmh. Et moi, pour moi, le plus fort et le plus adapté, c'est d'envoyer les CGV adossés aux documents de vente. Donc, par exemple, si vous envoyez des devis, eh ben, adossés au devis, parce que comme ça, sur le devis, il y aura les CGV à la date d'achat qui seront conformes en fait et qui s'appliqueront. Et du coup, la personne aura sa copie valable à la date de la commande. Donc, si vous les changez par la suite, vous aurez du coup la référence des CGV qui étaient applicables pour son cas de figure à lui. Et là, c'est d'autant plus protecteur. Et si vous ne faites pas de devis, bah, même réflexe pour les factures, d'adosser les CGV aux factures. Et si vous êtes en mode: «Mais oui, moi j'ai pas que ça à faire d'imprimer, 15 pages, par client», vous n'êtes pas obligé de les imprimer. Vous pouvez très bien les envoyer par email, vous pouvez très bien les envoyer par PDF. Vous avez pas du tout l'obligation de les envoyer en papier à vos clients. OK. Alors les fameuses bombes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut arriver? Quel peut être le du plus petit au plus gros, Mmh. en problème si on fait pas tout ça, quoi? Alors, bah, du plus petit au plus gros, c'est difficile de hiérarchiser parce qu'en plus, en fonction des situations, un petit problème pour quelqu'un peut être Ouais. un gros problème pour quelqu'un d'autre. Heu, le petit problème, ça peut être quoi? Ça peut être la personne qui n'a pas compris. Bon, c'est pas vraiment un petit problème, hein. J'arrive pas à hiérarchiser, mais qui n'a pas compris, les obligations. Par exemple, le fait d'arriver à l'heure, que la séance, si tu on a prévu 16 heures et que moi j'enchaîne 30 minutes, par personne que j'accompagne, 16 heures, 16h30, 17 heures, toi tu arrives à 17 heures alors qu'on avait rendez-vous à 16 heures. Mmh. Donc que là, le rendez-vous est perdu et que la séance est due. Ou alors que dans mes conditions, parce que parfois tu vas être flexible ou autre, le report sera prévu, dans le mois, qui suit, la séance, mais en aucun cas tu peux exiger que je te reçoive à 17 heures parce que, bah, c'est pas l'heure, quoi. Et du coup, il y a ce type de situation-là, un petit peu cocasse, quoi, malheureusement. Ou alors, la personne qui pense que, je sais pas, elle paye un accompagnement seule et en fait, elle peut venir en couple. Tu vois, je te dis n'importe quoi. Ça m'est arrivé ça. Ça t'est arrivé? Ben voilà. En visio, tu sais? Le Oh truc my où god. ça s'ouvre sur 2 personnes, tu fais: «Bah» personne C'était pas d'ailleurs qui prévu! me qui me doit encore 300 balles, hein. Ah Voilà. bah, ça c'est Allez, étonnant, c'est étonnant, la c'est étonnant. totale. Quand on prend ses libertés, bah, visiblement, ça va jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, ça peut être déjà très frustrant. J'essaye de me baser sur les praticiens en hypnose et les professionnels qui font des séances. Hem, mais ensuite, on a, tout ce qui est embêtant parce que ça impacte le portefeuille, les impayés. Donc la personne à qui on présente, la facture et à qui on lui dit: «Écoute, tu me dois 60 € pour cette séance, cet accompagnement» et qui te ghost, qui disparaît, qui ne répond plus, qui te donne aucune information, qui te dit pas, quand est-ce qu'elle va te payer et qui parfois justement te doit, des 300 € et qui ne te règle pas. Ça, quand on a malheureusement, verrouillé le process juridique, ben, on n'a pas le nom, le prénom de la personne, on n'a pas son adresse, on n'a pas, en fait, on n'a pas de moyen de pression parce que si on n'a on n'a aucun moyen d'identifier clairement la personne, on a juste le numéro de téléphone, bah, elle peut très bien nous bloquer. On n'a aucun moyen à part l'email, elle peut très bien nous bloquer aussi par email. Donc il faut avoir des documents qui permettent d'identifier la personne, pour pouvoir actionner des procédures légales parce que malheureusement, surtout quand on entreprend en ligne, tout le monde peut être tout et n'importe quoi. Moi, je peux me dire que je m'appelle Bernadette Chirac, vous ne saurez pas si c'est vrai ou pas. Bon, il y a très peu de chances que je m'appelle madame Chirac, mais vous saurez pas. Je peux très bien te décliner n'importe quelle identité. Moi, ça m'est arrivé aussi une fois, une cliente qui, et d'ailleurs elle est toujours en ligne, hein, mais elle donne pas son vrai nom et son vrai prénom. Donc c'est-à-dire qu'elle a des faux noms et prénoms. Alors tu peux te dire: «Bah, c'est comme moi madame la juriste». On pourrait penser que je m'appelle madame, et mon nom de famille c'est la juriste. Non, mais il y a une différence entre le pseudo, le nom commercial et le mensonge. Parce que pour le coup, c'est une personne qui se présente avec un prénom, spécifique et tout et puis du coup, sur les documents de vente, elle donne ce prénom et son nom de famille et en fait, c'est pas son vrai nom et son prénom et moi, ce qui m'a sauvée, petite astuce, si vous faites payer en ligne, c'est que sur PayPal, comme tu dois te connecter et donner, des informations pour valider le paiement et ces informations doivent être les mêmes que sur ta carte bleue ou, l'outil que tu utilises pour les prélèvements ou autres, du coup, PayPal avait ces infos-là. Donc j'ai dû remonter le PayPal et j'ai eu de la chance parce que j'avais son nom, son prénom et sa vraie adresse. Pareil, elle avait menti sur tout ça. Donc en lui présentant ça,
Elle m'a dit: «Oh c'est bon, finalement, je vais régler, ne t'inquiète pas». Donc en fait, ça dépend de l'outil que vous utilisez, mais par exemple Stripe ou PayPal peuvent aussi vous sauver la mise pour tout ça. Mais si on revient à la discussion même, il est important de pouvoir avoir au moins les noms, les vrais prénoms, les vraies identités des personnes à qui on vend quelque chose, pour pas qu'elles disparaissent dans la nature et pour pas qu'on se retrouve lésé, quoi. Il y a aussi les amendes, voilà. Je le mets tout à la fin parce que souvent c'est ce qui fait moins peur parce qu'on se dit: «Mais ouais, mais pourquoi moi la CNIL elle va me tomber dessus comme par hasard?» Bah, c'est aléatoire. On peut tous se faire contrôler demain. Moi je peux me faire contrôler aussi demain. Il y a pas mal même d'avocats qui se font contrôler et qui payent, des milliers d'euros d'amende. Tu te dis: «Mais putain, vous êtes avocat, merde, vous étiez pas au courant de ces règles-là?» Bah, parce que parfois, tu sais, ils sont les plus mal chaussés alors que c'est eux qui vendent, les meilleures pompes et donc on peut se faire contrôler. Une anecdote, c'était une cliente qui, avait un stand, de artisanal dans un festival et en fait, elle s'est fait contrôler. Elle s'était déclarée il y a moins de je crois, de moins d'un mois et en fait, elle s'est fait contrôler. On lui a demandé la DGCCRF du coup, qui est prévue pour vérifier la fraude, voilà, des entrepreneurs et tout. Elle est venue et elle leur a demandé, de présenter leur site internet et donc en fait, au début, ils n'ont pas décliné leur identité, donc ils ont juste demandé: «C'est quoi votre site?» Ils ont regardé sur le site et ils ont vu l'absence de tous les documents juridiques. Elle avait pas de mention, pas de CGV, pas de du coup, ils lui ont dit: «Eh ben, écoutez, vous allez nous donner vos informations, on est la DGCCRF, vous allez recevoir une amende, et vous avez l'obligation de vous mettre en conformité avant», je crois qu'elle avait un mois et du coup, elle me contacte en me disant: «Hello, j'ai besoin de tous ces Mayday! documents». Et donc trop bien, le bar à modèle est disponible tout le temps, 24/24. Donc si vous êtes faites contrôler, même à 3 heures du matin, vous pouvez avoir vos documents juridiques pour régulariser. Non, mais du coup, c'était un peu embêtant pour elle parce que tu viens de commencer, tu as même pas encore vendu tes premiers produits, ton premier stand et hop, tu perds déjà de l'argent. Donc là, les amendes, c'est pas non plus ce que je vous souhaite. Mmh. Comme ça, on est prévenu. Ouais. Parce qu'il y a toujours ce truc qui tourne, tu sais, qu'on dit: «Ouais, mais ils vont pas me contrôler, ils vont contrôler ceux qui font des gros revenus». Ah Mais en non, fait, pas si du c'est au tout. hasard, Non, ouais, vraiment, par exemple, une personne, on sait très bien que les artisans sont pas les plus riches, surtout en début d'activité et là, ils sont tombés sur eux. Voilà et c'est en fait, c'est très aléatoire. Faut se dire que ces personnes-là sont des agents, qui travaillent, en fait, qui ont une équipe et qui, dont un chef de service peut décider de cibler. Moi, je le sais parce que j'ai déjà travaillé, du coup, en collectivité territoriale et c'était sur le service RSA, donc les travailleurs indépendants qui sont au RSA. Eh mmh. bien, c'est très aléatoire les contrôles, hein. Par exemple, on peut très bien avoir une cible où on se dit: «Bah, écoutez, sur les 5 dernières années, la catégorie de personnes qui, gagnait, tant de chiffre d'affaires, a fait l'objet de tant de contrôles» et en fait, sur les dossiers, on s'est rendu compte qu'un dossier sur 3 n'était pas, conforme. Donc, un dossier sur 3, malheureusement, devait, rendre du RSA, en fait, parce qu'il l'a perçu injustement. Bah, du coup, on va les contrôler tous. Donc voilà, donc ça peut parfois être juste ça. Par exemple, un dossier sur 3 qu'on a traité, à la DGCCRF, d'artisans n'était pas conforme. Mmh. Du coup, on va, faire ce mois-ci, on va cibler tous les artisans, du secteur ou tous les artisans de tel endroit. C'est très aléatoire et du coup, ça peut tomber sur tout le monde. OK, bien et bonne journée. Et bonne journée. Alors, j'avais posé des petites questions, comme je t'avais dit en début de podcast. Je vais te laisser choisir un chiffre de 1 à 8. Alors 3 parce que c'est mon chiffre préféré. Oh, moi aussi! Les nazes. Oh, moi aussi. Alors 3. La question qui me taraude en ce moment, et peut-être que c'est un peu bête, mais j'aime que les choses soient claires dans mon esprit, c'est en travaillant uniquement en ligne. Alors c'est: en travaillant uniquement en ligne, est-il obligatoire de souscrire à une RC Pro? Donc RC Pro obligatoire quand c'est uniquement en ligne, oui ou non? Non, ça dépend de ton activité, en fait. Si tu as une activité réglementée, c'est obligatoire. Si tu as pas une Alors activité vas-y, non réglementée, c'est pas réglementé. obligatoire. OK. Allez, une deuxième petite, entre 1 et 8, mais sans le 3 du coup. 4. Quels sont les points de vigilance si on s'installe un cabinet chez soi? Assurance, déclaration mairie, normes à respecter, et cetera. Alors malheureusement, cette question elle est beaucoup trop technique, donc je pourrais pas t'apporter, des réponses, mais si jamais, tu souhaites, me contacter, tu me parles sur, Instagram et j'essaierai de te donner des pistes ou alors te renvoyer vers des liens. Parce qu'il y a plusieurs types d'obligations malheureusement. Les obligations d'affichage aussi si vous avez, Mmh. du personnel, des salariés, donc ça fait l'objet de plusieurs documents pour le coup. Ensuite, bah, il y a toutes les obligations sécurité, incendie, qui se rajoutent par rapport à la mise en conformité de base et après, bah, ce qui se fait aussi pour ceux qui, par exemple, reçoivent des personnes en présentiel, ça peut être d'afficher la politique de confidentialité sur votre mur ou les rendre à disposition dans un lutin qui est toujours présent où n'importe qui peut contacter.
peut vous contacter pour vous demander de pouvoir les consulter et comme ça, c'est déjà dispo ou sinon mettre des QR codes. Voilà, ça se met très bien en place, et c'est assez simple au final. Maintenant sur Canva, on peut faire des QR codes qui renvoient directement sur un document et voilà. Donc je dirais que c'est trop spécifique pour que je puisse te donner une liste vraiment exhaustive, de ce qu'il faut. OK. Écoute, merci. Dernière question, est-ce que tu as une astuce un peu apprentissage? Comment est-ce qu'on peut, est-ce que tu as des ressources que tu aimes bien toi? Des trucs que tu alors évidemment ton podcast, Madame la juriste, évidemment ton Insta où tu fais beaucoup de reels pour expliquer qu'on ne fait pas, n'importe quoi avec CGV et ses CGV par exemple? Oui. Eh bien, les ressources que je recommande, alors, de base, je dirais bien sûr moi, hein, bien sûr, parce que voilà, je pense que je propose beaucoup de ressources. J'ai des guides, où vous pouvez télécharger des trames gratuites en fonction de votre activité ou en tout cas en fonction de votre, chapeau d'activité. Donc par exemple, si vous êtes prestataire de service, j'ai, des trames, gratuites que vous pouvez copier-coller pour vérifier en tout cas, si les articles ou si la cohérence de ce que vous proposez respecte la loi. Donc ça, c'est sur mon site, legalpitch.fr/ressources au pluriel. Mais après, de manière générale, je vous dirais, si vous connaissez par exemple des avocats ou des organisations qui sont proches de votre activité, restez aussi alerte par rapport à ce qu'ils disent, parce que généralement, bah, comme c'est leur spécificité, leur spécialité, ils vont vous tenir peut-être au courant beaucoup plus rapidement s'il y a des projets de loi ou s'il y a des choses qui bougent dans votre activité. Donc d'identifier une organisation à laquelle vous êtes bien rattaché, que ce soit une association, que ce soit justement des services où ils proposent de la médiation de consommation et du coup de suivre leur actualité et de suivre leur newsletter pour voir, ce qui bouge dans votre activité. Donc soit, trouver un professionnel juridique, indépendant que vous aimez bien, que vous aimez bien suivre, ou soit directement vous baser sur des organisations qui font un peu effet, référence pour vous dans votre métier. OK. C'est avec ces gens-là qu'on apprend qu'on a une augmentation des cotisations sociales en juillet, par exemple. Oui, voilà. Hein? Youhou! Wouhou! OK, merci beaucoup Sarah et puis, je dis aux gens, moi j'ai utilisé tes CGV dans ton bar à modèles. Ça m'a fait gagner un temps incroyable parce que j'en avais plusieurs à faire, parce que plusieurs vendent de Oui. différentes choses. Donc, ça m'a fait gagner un temps de fou et c'était vraiment super bien foutu. Donc, allez-y en confiance, en tout cas, pour moi. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Sarah pour le temps que tu as pris avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, dont on n'aurait pas parlé et qui est très important? C'était vraiment un plaisir, donc j'espère que tout le monde ne s'est pas endormi ou ne s'est Je me pas sens enfui et s'est dit: «Je vais changer de pays demain, un pays où il y a moins de règles». Moi, ce que je propose du coup, c'est que si jamais vous avez des questions, si vous avez envie d'approfondir un petit peu, tout ce qu'on a vu sur la mise en conformité, de comprendre un peu mieux les documents juridiques, c'est de faire un tour sur mon site, donc legalpitch.fr et pourquoi pas de m'écrire sur le formulaire de contact après avoir consulté ma politique de confidentialité et ça me permettra de pouvoir vous donner des réponses, des orientations, des informations juridiques. Je précise tout de même que moi, je suis pas avocate, donc je fais pas de conseils juridiques sur mesure et que je fais pas de rédaction du coup personnalisée des CGV, mais que mon petit pouvoir à moi, c'est justement de créer et de chercher les problèmes qui pourraient arriver dans votre activité avant qu'ils n'arrivent et de vous mettre tout ça sur un plateau d'argent sur le site internet. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus et savoir quel pack est fait pour vous ou qu'est-ce que je pourrais vous proposer pour vous mettre en conformité, n'hésitez pas à aller sur le site. et je mettrai tout de toute façon pour rejoindre Sarah, le site, etc. sur les notes du podcast comme d'habitude. Sarah, c'était un plaisir, merci. Merci beaucoup.